Très bien, merci. Donc merci pour cette invitation à ce séminaire. Voilà, comme disait Marie Goetz, je suis toujours ravie d'aborder le sujet des émotions, du stress en particulier. Et j'espère que vous allez apprendre quelques petites choses sur les effets du stress et notamment sur le cerveau de l'enfant, puisque le cerveau de l'enfant a une particularité, c'est on ne parle pas du même organe, hein. Le cerveau de l'enfant et le cerveau de l'adulte sont assez différents. Donc ça va être tout l'objet de ce que je vais vous présenter maintenant. Donc j'ai intitulé ma présentation Me comprendre les effets du stress sur le développement cérébral, puisque l'idée quand même derrière cette compréhension des effets du stress, c'est de favoriser une éducation sans violence dans la relation éducative. Alors, je vous ai fait un petit diaporama que vous pouvez récupérer. Je le donnerai à Marie Goetz et elle pourra le diffuser sans problème. Pour ceux qui seront intéressés d'aller un petit peu plus loin, je pourrais donner aussi une bibliographie. Alors, je vous ai indiqué là sur cette première slide des images assez parlantes puisque en fait toutes nos présentations sont traversées par comment ces idées, ces façons d'analyser, si vous voulez, les réseaux cérébraux, c'est-à-dire à gauche, là, vous avez une synapse. La synapse, la matérialisation de l'apprentissage. Dès que vous intégrez une nouvelle connaissance, dès que vous apprenez quelque chose de nouveau, il y a de la matérialité dans le cerveau, hein, c'est-à-dire que les neurones font des nouvelles connexions. Et ces nouvelles connexions, soit on les utilise, auquel cas elles sont renforcées, soit on ne les utilise pas et elles sont supprimées. Donc ça, c'est aussi pour vous voir que l'enfant qui apprend quelque chose, et les enfants Christelle, apprennent tous les jours énormément de choses. Oui, excusez-nous, en fait, vous oui, n'avez pas je vous partagé entends. votre le bon document. On est toujours en mode présentation. Ah On est bon? toujours ouais, on n'est pas en mode présentation. On n'est pas en mode présentation. Alors, j'ai une interface qui m'indique que je suis en mode partagé. C'est embêtant ça. Alors, je peux faire. Alors, je reprends l'interface. Donc, je suis sur partager l'écran, Mhm. fenêtre. J'ai une fenêtre qui est séminaire de neuroéducation. Là, j'indique partager. Mhm. Qu'est- Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez? Rien? Rien? Non, on vous voit vous en fait. On me voit, moi. Ah, c'est embêtant. Alors, attendez, parce que moi, ça m'indique, en fait, là, si je bouge quoi que ce soit, ça m'indique que je dois arrêter le partage d'écran. Euh, c'est quoi? J'ai pas compris. Oui, arrêtez un peu de partager. Là, je mets annuler le partage. Voilà, Et on recommence. on recommence. Donc, j'indique partager. Il faut que tu mettes tous les participants ici. Donc là, je clique sur partager sur mon onglet séminaire de neuroéducation. Donc là, Ah, là, c'est bon. j'ai un petit bandeau qui m'indique que là, c'est bon? Oui. Alors, c'est OK. Alors, est-ce que je touche plus à rien? Est-ce que là, vous voyez défiler mes slides? Oui. OK. Euh, est-ce que j'essaye de passer en mode présentateur? Je suis pas Oui. sûre. Oui, 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 allez-y, allez-y. Oui? Oui. Là, je suis en mode présentateur.
Oui, ça va venir. C'est juste que la connexion n'est pas non plus au summum. Est-ce que là, vous avez le diaporama? Je crois qu'il y a un décalage en fait de... Ou alors vous n'avez pas la bonne fenêtre. Est-ce que si je reviens, parce que j'ai l'impression que c'est quand je passe en mode présentateur qu'il y a un truc qui va pas. Oui, bon, ben restez comme ça alors. Désolée. Alors, attendez, je vais refaire, parce que si au moins vous avez la fenêtre précédente, même si c'est moins sympa que d'avoir les slides en entier, je trouve que Oui, oui, c'est oui, y a déjà pas de- mieux. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, je refais la manip, parce que là, donc j'ai arrêté le partage. Je vais faire comme ça. Voilà. Là, vous voyez? Oui. Ouais, ok. Donc, je reprends. Donc, sur l'image de gauche, on voit une synapse, hein, donc c'est ce que je vous indiquais, c'est la matérialisation de l'apprentissage. Au milieu, vous voyez, alors ce sont des dessins, mais ça montre aussi que entre le cerveau d'un enfant qui a 6 mois, le cerveau d'un enfant de 9 mois, le cerveau d'un jeune enfant, et a fortiori encore plus un ado ou un adulte, on ne parle pas tout à fait du même organe. Hein. Il y a pas encore tout ce qu'on appelle le plissement, la complexification des différentes structures. Et il y a une chose, donc particulièrement que n'a pas l'enfant jeune, c'est tout le circuit qui va permettre de réguler, d'apaiser les émotions. Hein. Et donc ça va être aussi une partie de ma présentation. À droite, vous voyez des réseaux de neurones. Donc, ce sont ces fameux réseaux hein, qui s'activent et qui vont aussi se créer sous l'effet des apprentissages et des expériences dans la vie de l'enfant. Alors, pour vous donner quelques repères sur le cerveau, alors je sais que vous allez entendre parler du cerveau, donc je vais aller vite. Peut-être l'idée principale de cette slide, c'est de retenir que le cerveau du bébé ou du jeune enfant, il est particulièrement plastique, puisque l'enfant jeune fait énormément d'apprentissage. Et que cette plasticité, donc c'est cette capacité à faire des nouvelles connexions hein, sous l'effet de l'apprentissage, produit un moment où il y a une fragilité particulière à l'égard du stress. Donc le cerveau de l'enfant, c'est 90 milliards de neurones, et ce sont l'ensemble de ces neurones qui vont s'interconnecter de manière très très intense sur les premiers temps de la vie. Puisque vous voyez, j'indique souvent, ce sont des chiffres qui sont assez impressionnants, mais le cerveau d'un bébé, il fait en moyenne 400 grammes, et à 1 kilo, et à 1 an, il fait à peu près 1 kilo. Hein, ce qui montre que en 1 an de développement, il double son poids, il fait plus que doubler son poids, hein, ce qui indique l'intensité de cette croissance neuronale. Alors, il y a une stabilisation de la plasticité. Il y a une grande fenêtre de plasticité qui se ferme vers 25 ans. Et ça, c'est très important aussi de savoir que la maturation cérébrale, elle est beaucoup plus longue que ce qu'on s'était imaginé il y a quelques années, puisque la thématique de recherche sur le cerveau adolescent est une thématique qui est assez récente. Donc voilà, si vous observez vos enfants et qu'aujourd'hui il y a des comportements qui vous découragent, dites-vous que son cerveau va grandir jusqu'à 25 ans et que l'éducation, c'est sur une très longue période et notamment à l'égard de la régulation des émotions. La neuroplasticité, donc c'est cette capacité qu'a le cerveau à se transformer. Hein, si demain vous décidez d'apprendre un instrument de musique, si demain vous lisez un livre qui vous intéresse beaucoup, vous transformez des réseaux cérébraux. Hein, tous les jours, vous retenez des choses qui se sont passées dans votre journée. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité et on sait qu'elle est influencée par 3 choses. Le degré d'attention qu'on met hein, dans notre champ de conscience. Plus on est attentif, plus on est concentré, et plus ça va laisser des traces évidemment dans les réseaux cérébraux. L'émotion, hein, si on a une forte émotion, d'ailleurs, il y a fort à parier que
à la fin de votre journée, quand vous rentrez chez vous, ce que vous racontez, ce sont les événements où il y a eu une connotation émotionnelle peut-être plus forte que sur d'autres événements de votre journée, ce qui s'est mal passé ou des choses qui vous ont amusé, fait rire, etc. Donc l'émotion, c'est évidemment quelque chose qui va marquer la mémoire, qui va aider au fait d'engrammer sur le plan cérébral. Et puis, il y a la répétition, évidemment. Hein, plus une information est répétée, et plus elle est consolidée dans le système de mémoire à long terme. La plasticité, c'est possible toute la vie. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que moi, je me souviens, il y a des années en arrière, quand j'ai commencé mes études, ce qui était dans le siècle passé, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait cette idée encore qui circulait qu'on perdait des neurones en vieillissant, que la plasticité, c'était beaucoup plus difficile. Non, il y a on produit des nouveaux neurones, même tout au long de la vie, dans certains endroits du cerveau. Et puis, cette transformation, ces apprentissages, ils sont possibles toute la vie. Donc finalement, le défi du cerveau, c'est de construire quelque chose qui est assez fragile, qui est le sentiment continu d'identité. Hein, c'est-à-dire que l'idée du cerveau, c'est quand même que vous vous réveillez le matin en vous demandant pas si vous êtes toujours la même personne que la veille ou en vous demandant pas si vous êtes dans une réalité alternative. Alors moi, comme l'a dit Marie, qui me suis beaucoup occupée de personnes, des grands blessés à l'hôpital, hein, des traumatisés crâniens, des gens avec des accidents vasculaires cérébraux, eh bien, quand vous avez un événement très grave dans la vie, ça vient complètement entraver cette capacité qu'a le cerveau à produire de la continuité. C'est-à-dire, ces gens-là, ils se réveillaient un jour à l'hôpital et nous, on leur disait, ça fait 3 semaines que vous êtes dans le coma, vous avez eu un accident. Et ces personnes-là, pendant des jours, le matin, elles se réveillent en disant non, c'est pas possible. C'est pas à moi que ça arrive. Je suis dans un cauchemar, je suis dans un film, c'est pas ma réalité, je vais me réveiller et ma vie va reprendre comme avant. Et donc, notre cerveau, et notamment le sommeil, quand on rêve, la fonction du sommeil paradoxal est de produire ce sentiment continu de l'identité. Et ce qui permet à un enfant d'intégrer les événements qui lui arrivent, hein, parce qu'un enfant, c'est dans la même vie que nous. Hein, un enfant, ça peut se blesser, un enfant, ça peut être harcelé à l'école, enfin, ça peut vivre plein de choses. Ce qui va lui permettre, lui, d'intégrer et de permettre, voilà, que le matin, quand il se réveille, il sait bien que c'est encore lui qui a vécu tout ça. Eh bien, c'est la qualité du soutien émotionnel, du soutien social qu'il va trouver dans son entourage. Ça, c'est très important parce que c'est vraiment la façon dont on va soutenir l'enfant qui va lui permettre d'intégrer et de produire ce sentiment qu'il est bien toujours lui, hein, et que quand il a besoin d'aide, il va trouver quelqu'un pour le soutenir. Alors, la plasticité, alors ça, c'était toujours un peu, vous savez, quand on connaît plein de choses sur le cerveau, on est toujours émerveillé, hein, de ce que fait le cerveau tout seul sans qu'on s'en rende compte et quand tout se passe bien. Donc, entre 0 et 3 ans, vous avez une plasticité extraordinaire qui permet à l'enfant de pouvoir acquérir des grandes fonctions très rapidement, quand on y réfléchit quand même. Hein, quand vous observez les enfants petits, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans leur développement. Et donc, le bébé, eh bien, son développement cérébral lui permet d'exprimer des émotions. Donc ça, c'est une fonction très importante puisque le fait de pouvoir produire des cris, des pleurs, permet au bébé d'appeler en fait les adultes, hein, qui sont autour de lui et de venir s'en occuper pour le nourrir, pour le soigner, pour le couvrir s'il a besoin, le découvrir. Tout ça, il ne peut pas le faire seul. Hein. Au fur et à mesure, il va acquérir les capacités à se déplacer seul, et puis ensuite s'asseoir seul, ce qui est une très grande étape, hein, parce qu'il faut que le bébé ait compris comment fonctionne son centre de gravité, hein, le point d'équilibre, etc. La marche, reconnaître les visages, hein, et puis pouvoir faire son petit catalogue des visages connus. Et donc, une fois que les visages connus sont intégrés, eh bien, je sais très bien quand je ne connais pas un visage. Donc, ça, c'est à peu près vers 10 mois. Hein. Les enfants de 10 mois, ils ont peur des gens qu'ils ne connaissent pas, et ce qui est tout à fait normal. Ils mémorisent les objets, ces enfants. Donc, un enfant plus grand qui arrive à la crèche, qui va aller chercher le jouet auquel il pense. Vous voyez, il peut convoquer comme ça dans sa tête la représentation d'un objet. Donc ça, c'est
des très grandes étapes. Et puis, l'enfant, il se reconnaît dans le miroir, ce qui est une étape très importante aussi de sa conscience, et il parle. Hein, il va apprendre à parler dans la langue qui l'entoure. Donc, quand on y réfléchit, vous voyez bien ça, l'enfant, il va acquérir énormément de fonctions, parfois de manière simultanée, et tout ça est permis par cette transformation des réseaux cérébraux et la capacité qu'a le cerveau à créer des connexions. Donc, pour apprendre, hein, vous voyez ce que vraiment le cœur de la vie d'un enfant, c'est apprendre. Il va idéalement falloir créer un contexte où l'enfant se sent en sécurité émotionnelle et relationnelle. On dit que l'enfant, il a un méta-besoin, c'est-à-dire un besoin qui surpasse tous les autres, qui est le besoin de sécurité. Il doit sentir que autour de lui, on le protège, et que les adultes sont là pour créer ce contexte dans lequel lui, finalement, il a à se soucier d'à peu près rien, sauf d'apprendre. Et donc, je voulais vous indiquer quand même que le cerveau, sa première fonction, c'était de traiter finalement ce qui arrive de notre environnement extérieur. Hein. On a toute une série de sens, de systèmes de perception pour nous permettre d'être en relation avec l'extérieur, notre environnement extérieur. Hein, l'enfant jeune, il peut toucher son environnement, il peut le sentir, il le goûte. Hein, vous avez tous en tête les jeunes enfants qui mettent tout à la bouche, hein, parce que ça, c'est un sens qui marche très, très, très bien très tôt. L'audition et puis la vue. Et puis vous avez toute une série qui est moins connue de sens qui permettent à l'enfant d'avoir une relation avec son intériorité, qui est son sens de l'équilibre, son sens de la position de son corps dans l'espace, la douleur évidemment, qui est un système qui permet de surveiller finalement que tout va bien. Donc on a des systèmes très intelligents qui nous permettent de nous signifier que quelque chose ne va pas quelque part, hein, donc qui est le système de douleur. Et puis on a un système qui s'appelle l'interoception. Alors celui-là, je vais vous en parler peut-être un peu plus longuement tout au long de la présentation, parce que finalement, l'interoception, on dit, c'est un petit peu le sens oublié de l'éducation. Quand un enfant a peur, en général, ça se voit. Hein, alors, ça peut être des petites peurs, hein, ça peut être le jeune enfant qui va dans son parc et qui monte en haut d'un toboggan et qui voit qu'en haut du toboggan, bah, il a un peu le vertige, voilà, c'est haut, que le toboggan, il est long et il a peur. Et une des choses très utiles qu'on peut faire en éducation, c'est de dire à l'enfant que nous, on voit qu'il a peur. Et donc ça, c'est merveilleux quand l'enfant fait l'expérience que une émotion qui est lui à l'intérieur de lui se voit, est détectée par la personne en face, lui dit comment elle s'appelle, parce que lui, a priori, il n'est pas forcément équipé pour dire ça, comment ça s'appelle. Et puis, de poser la question de l'interoception, c'est quand tu as peur, où est-ce que tu sens que tu as peur? Hein, parce que alors là, on fait un travail qui est très très utile, qui est de finalement relier des informations qui au départ ne le sont pas du tout. Cette émotion-là, elle se voit, donc elle a des signes extérieurs, elle porte un nom et en même temps, elle a aussi des signaux intérieurs. Hein, et moi qui suis aussi thérapeute, effectivement, Marie disait tout à l'heure, je suis formée à une thérapie qui s'appelle Lifespan Integration, qu'on appelle l'ICV en français, mais qui va désormais s'appeler LI pour le monde entier. Dans cette thérapie, on s'occupe de réparer les traumatismes, réparer l'attachement, ce qu'on appelle les traumatismes développementaux, et on va beaucoup travailler sur cette interoception, c'est-à-dire travailler avec les adultes pour qu'ils apprennent à sentir dans leur corps les signaux émotionnels, parce que parfois dans l'éducation, on a pu vous couper, hein, on a pu vous dire mais non, t'es fatigué, non mais ça c'est rien, faut pas écouter la fatigue, t'es en colère pour ça, mais c'est vraiment rien. Et en fait, avec tout un tas de messages, finalement, c'est comme si on embrouillait, si vous voulez, le rapport des enfants à leurs propres signaux internes, qui sont pourtant extrêmement importants. Hein, je dis souvent, moi je m'occupe beaucoup d'adultes qui font des burn-out, des épuisements, et dans l'épuisement, vous avez toujours cette idée qu'il y avait quand même beaucoup de signaux corporels, et comme si certains adultes ne savaient pas les interpréter. Donc, l'ensemble de tout ça,
est acheminé dans un endroit du cerveau qui s'appelle, ah, j'ai mis l'hippocampe, oh, allez, j'étais fatiguée, qui s'appelle l'amygdale. Ça, je vais le changer impérativement. Oui, je vais le changer même en direct, parce que ça, c'est pas possible. Et donc, l'amygdale, alors, c'est pas celle que vous avez dans la gorge, hein, rassurez-vous pour ceux qui ont peut-être une ablation des amygdales. C'est bien des amygdales qui sont intracérébrales. C'est celles qui apparaissent en rouge ici sur le schéma du cerveau. Et cette amygdale, en fait, on a l'habitude de la présenter comme le centre des émotions, mais dans le cerveau, vous n'avez jamais finalement une structure qui s'occupe que des émotions ou que des apprentissages ou que du langage. Ça n'existe pas. Tout est toujours mélangé, hein, et cette amygdale, elle va avoir un impact sur l'attention et la mémorisation, hein. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. Imaginons que vous ayez une sensation très douloureuse qui survient d'un seul coup dans votre corps. Cette sensation douloureuse, c'est un signal interne. Eh bien, elle va produire une réorientation de votre attention. Si là, vous avez une douleur, vous allez beaucoup moins m'écouter, en tout cas, je l'espère. Et vous n'allez plus du tout mémoriser de la même façon. Ce qui va marquer votre mémoire, c'est ah mince, à tel moment, j'ai eu une douleur, je ne savais pas ce que c'était, ça m'a inquiété, etc. Donc, retenez ça parce que finalement, quand on connaît un petit peu ces quelques éléments-là, d'un seul coup, ça devient absurde de demander aux adultes ou aux enfants de mettre les émotions de côté, parce que c'est strictement impossible. On ne peut pas laisser les émotions en dehors d'une classe, de la même façon qu'on ne peut pas laisser les émotions en dehors du travail. Tout ça n'a aucun sens quand on connaît un petit peu la structure cérébrale. Nos émotions, elles sont là tout le temps. C'est 90% de notre temps d'éveil. Donc, il s'agit de s'en occuper parce que sinon, je dis souvent que si on ne s'occupe pas d'elle, elle s'occupe de nous. Et elle s'occupe de nous de façon de plus en plus bruyante si on ne s'occupe pas d'elle. Alors, c'est ça peut-être le message central de ma présentation de ce matin. Le stress, la peur. Alors ça, c'est vrai, que ce soit enfant et adulte, le stress, la peur va déconnecter une partie de notre cerveau. Alors, la partie qui est déconnectée, c'est la partie antérieure, c'est celle qui apparaît comme la tache ici ombrée à l'avant du cerveau. Et cette zone du cerveau, c'est la zone qui nous permet de parler, de réfléchir, hein, de résoudre des problèmes. Et donc, plus on est stressé, plus le stress monte à l'étage inférieur, donc ici, au niveau des amygdales, et plus le cerveau qui réfléchit, qui peut s'exprimer avec des mots, qui peut résoudre un problème, trouver une solution, plus ce cerveau-là, il va être inhibé. Alors nous, c'est comme ça qu'on parle. Inhibé, ça veut dire désactivé. Entre guillemets, c'est comme s'il tombait en panne. Et donc, plus le stress est élevé, et plus ça va être difficile de réfléchir, plus ça va être difficile d'apprendre, plus ça va être difficile de se souvenir. Alors ça, c'est aussi la thérapeute qui vous parle, c'est que les gens qui ont des grands traumatismes, parfois, ils ont ce qu'on appelle des amnésies traumatiques, puisque nous avons besoin de tout notre cerveau pour nous rappeler des événements que nous vivons. Dans cette zone du cerveau, nous avons aussi tout ce qui permet l'empathie, hein, c'est-à-dire d'être en contact et d'essayer de comprendre les émotions de l'autre. Et ça va être beaucoup plus difficile d'être attentif à ce qui se passe dans l'environnement. Donc, vous voyez, beaucoup de fonctions qui sont altérées par la montée du stress. Et le stress, c'est un continuum, hein. Un peu de stress, ça va, on peut gérer. Un enfant, c'est déjà compliqué parce que l'enfant n'est pas outillé précisément de ce deuxième circuit. Vous voyez, j'ai mis une grosse croix noire pour matérialiser ça. Un enfant de moins de 7 ans n'a pas ce deuxième circuit qui permet d'apaiser les zones émotionnelles, hein. Et c'est pour ça que ce circuit-là étant inexistant, on sait aujourd'hui, on comprend pourquoi un enfant jeune se traumatise plus facilement, même beaucoup plus facilement qu'un adulte. Donc, retenez ça. Voilà, le cerveau d'un adulte, c'est le cerveau qui est outillé, entre guillemets, pour s'auto-apaiser, hein, et qui peut résoudre des problèmes, même dans un contexte où le stress
des fois peut être élevé, voire très élevé. Un enfant, ça ne peut pas faire ça parce que dans le bras de fer qui s'opère dans son cerveau entre l'émotion et la cognition ou la raison, dans le cerveau d'un enfant, c'est toujours l'émotion qui est la plus forte. Hein. C'est très déséquilibré dans le cerveau de l'enfant. Alors, du coup, quand on comprend ça, on comprend que l'enfant ne peut pas s'apaiser tout seul, et ce qui va entraîner une responsabilité de l'adulte, c'est-à-dire que l'adulte va devenir, si vous voulez, un peu le circuit d'auto-apaisement en attendant que l'enfant construise ses capacités de régulation. Eh bien, c'est l'adulte qui va devoir endosser le fait d'apaiser l'enfant. Et donc ça, c'est un psychologue, enfin un psychiatre américain qui s'appelle Daniel Siegel, qui liste les différentes compétences de l'adulte. L'adulte, il doit protéger l'enfant, et protéger, c'est le contraire de le menacer. Hein. La menace, c'est faire peur à un enfant, c'est essayer d'obtenir de lui, par la peur, qui se plie à ce qu'on veut de lui. Donc, le moins possible de menaces, parce que ça active les circuits de stress, et protéger des dangers sans soi-même constituer une source de danger. Il y a une situation que je vais vous expliciter tout à l'heure. L'enfant, il est très coincé quand il a peur d'une personne qui est censée le protéger. Et donc, évidemment, dans les personnes censées le protéger, il y a ses parents. Et donc, on insiste beaucoup sur une dimension qui nous semble très importante, qui est la réparation. Si on fait peur, si on menace et si on a un geste qui part avec un enfant, le plus important, c'est réparer. Réparer, c'est quoi? C'est aller vers l'enfant pour restaurer la proximité. Ça, c'est très, très important de comprendre ça, parce que ça lui permet d'éteindre, en fait, son circuit de stress et d'attachement. La deuxième chose, c'est que l'adulte soit attentif aux émotions de l'enfant, que l'enfant se sente vu, entendu et compris, et qu'on soit attentif à ses émotions plutôt que de lui faire honte. Alors, beaucoup de gens de nos générations ont plutôt eu de la honte sur leurs émotions, d'où d'ailleurs une difficulté à savoir quoi en faire et à savoir les exprimer correctement d'une manière adéquate, plutôt que d'avoir eu de l'empathie et de l'accompagnement sur les émotions. Hein. Donc aujourd'hui, on essaye de corriger ça. Les émotions, c'est très utile dans la vie. C'est le moteur de notre vie. Tous les grands choix qu'on fera dans notre vie sont teintés d'une connotation émotionnelle très forte. Est-ce qu'on aime notre métier? Est-ce qu'on est heureux d'être avec la personne qui partage notre vie? Comment on construit des relations tendres, favorables avec nos enfants? Tout ça a énormément de connotations émotionnelles, et donc l'émotion, il faut y prêter attention. Mais pour y prêter attention, il faut d'abord que l'adulte y ait prêté attention pour nous. Évidemment, tout ce qui va être autour du réconfort et de l'apaisement, câliner un enfant, le prendre dans ses bras le temps qu'il s'apaise, lui dire qu'on est là, qu'il n'est pas tout seul pour traverser sa zone de turbulence, là. Et tout ça permet à l'enfant de revenir dans un état de sécurité, hein, d'être apaisé et de pouvoir se réengager. Là, je parle peut-être aux enseignants, se réengager dans la possibilité de se mobiliser attentionnellement et d'apprendre. Tant qu'un enfant est bouleversé, il faut se dire que la seule chose qu'on a à faire, c'est essayer de l'apaiser. Et tout ça, évidemment, construit des relations autour de la confiance. Hein, la confiance dans la relation avec les enfants, on dit que ça construit à la fois cette sensation que l'enfant a une base de repli. Et une base de repli, vous savez, un peu avec cette métaphore du porte-avions, c'est-à-dire l'enfant, c'est le petit avion qui part explorer et il revient à sa base de repli, l'endroit où il va recharger sa batterie de sécurité. Et quand cette batterie de sécurité est bien pleine, eh bien, il peut repartir explorer, ce qui constitue aussi cette métaphore de la rampe de lancement. Donc, dans cette éducation sans violence, eh bien, on a tous ces principes autour de ce que nous, on appelle la co-régulation. La co-régulation, c'est vraiment de dire à l'enfant, c'est l'idée que l'enfant n'est pas seul pour s'apaiser. Hein. Donc, être présent,
écouter l'enfant. Explique-moi un petit peu ce qui t'est arrivé. Alors, un petit enfant, vous savez, il ne peut pas expliquer. Lui, il faut d'abord qu'il soit bien apaisé parce que plus on est bouleversé et plus les mots se mélangent et plus on est embêté pour mettre des mots. Il faut attendre d'être apaisé pour pouvoir demander à l'enfant d'expliquer ce qui s'est passé. Mais tout ce qui va être autour du soutien, de l'aide, de consoler, va être très, très, très important. Hein, dites-vous que c'est comme si vous étiez un peu le pompier des zones émotionnelles du cerveau, que c'est vous qui éteignez le feu hein, qu'il y a au deuxième étage, là, ce deuxième étage qui gère les émotions. Et une fois que ça s'est apaisé, on peut solliciter les fonctions cognitives. Alors évidemment, quand on a la chance de connaître des relations de confiance, des relations où on nous aide à nous apaiser, tout ça construit un sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, vous savez, c'est un facteur de protection pour toute la vie, hein, puisque ça va vraiment s'engrammer dans les structures cérébrales qui sont très profondes. Et ce sentiment de sécurité et de confiance, il va s'inscrire très profondément chez l'enfant et il va permettre de construire chez l'enfant une représentation de lui qui est positive. C'est-à-dire que l'enfant va avoir confiance en lui, il va avoir un sentiment de valeur et de dignité qui est très fort. Et je pense que c'est ce que les parents veulent construire tous, hein, à l'exception vraiment de très peu de parents. Mais on veut construire des enfants qui aient confiance en eux, qui aient un sentiment de valeur, qui disparaissent pas au moindre échec. Et puis, quand on est dans ces relations de confiance et de sécurité, l'enfant, il a confiance en l'autre aussi. Et ça lui donne cette capacité à demander de l'aide quand il en a besoin, ce qui sera aussi quelque chose de très utile pour toute sa vie. Et finalement, il y a une extension comme ça de cette confiance et de cette sécurité dans la façon dont l'enfant envisage la vie. Hein, quand vous avez un sentiment de valeur, que vous avez confiance en vous, que vous savez que vous pouvez compter sur des personnes, notamment quand ça va mal, qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous aider quand vous avez besoin, eh bien, la vie se transforme en terrain de jeu. Hein, c'est-à-dire un terrain qu'on peut explorer toute sa vie, en sachant que si on tombe, si on se fait mal, s'il y a des épreuves, il y aura toujours quelqu'un pour pouvoir nous soutenir. Et donc, ce schéma-là, hein, qui s'enregistre dans les structures du cerveau, va aussi favoriser l'enfant dans toutes ses interactions pour toute sa vie, puisque l'enfant va avoir tendance aussi plus tard, vos enfants ne seront pas toujours des enfants, à aller vers des conjoints qui seront aussi sécurisants, en qui ils pourront avoir confiance. Vous voyez, ce modèle-là, il va s'étendre ensuite à toutes ses relations. Pareil pour ses amis, pareil pour son travail. Il aura tendance à aller vers des personnes qui reproduiront ces schémas sécurisants de relations. Donc, quand j'ai confiance en mes parents, ça me donne une force extraordinaire pour explorer. J'ai confiance en moi. Ça donne des enfants qui ont envie de faire les choses seuls aussi, de découvrir le monde. Et ça permet à ces enfants d'avoir cette énergie de dépassement de l'inconnu. Vous voyez, de dire oui, des fois j'ai peur quand je fais des choses nouvelles, mais vas-y. Hein, et puis, je suis là si tu as besoin de moi. Alors, je ne suis pas là tout le temps. Vous voyez, ça c'est autre chose. Ça, c'est les parents qui sont anxieux. Je ne suis pas là tout le temps pour éviter que tu tombes. Moi, je suis là si tu tombes. C'est ça mon travail. Hein, le parent sécurisant, il dit, vas-y, va explorer. Et si tu as besoin de moi, je suis là. Mais tant que tu n'as pas besoin de moi, je ne suis pas là. Hein, tu n'as pas besoin de moi tout le temps, comme un filet de sécurité permanent. Et donc, quand je me sens en sécurité chez l'enfant, eh bien, j'ai une partie de mon cerveau qui gère le stress, les sensations corporelles. Je suis sûre que vous avez, vous aussi, une petite liste dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes très stressé? Hein. Quand vous êtes apaisé, en général, le corps il est assez silencieux. Vous voyez, au niveau de l'interoception, ce que je vous décrivais tout à l'heure, il y a pas grand-chose. Ça vous laisse assez tranquille. Par contre, quand vous êtes très stressé, vous sentez qu'il y a des sensations qui, des fois, sont très envahissantes. Et c'est ces sensations corporelles dont on cherche à ce qu'elles soient silencieuses pour permettre à l'enfant d'être tranquille, serein et de vivre sa vie d'enfant et d'apprendre tous les jours, puisque c'est le travail de l'enfant d'apprendre tous les jours, soit dans l'exploration quand il est petit, soit dans un contexte scolaire plus tard. Et donc, plus les parties émotionnelles envoient des signaux de sécurité, et plus le cerveau cognitif de l'enfant va se développer hein, de
manière harmonieuse et l'enfant va acquérir cette capacité à parler, à réfléchir, résoudre des problèmes, compter, lire, tout ce qu'on va lui apprendre, d'abord à la maison, dans les modes de garde, les crèches, etc., et puis ensuite à l'école. Alors, il y a une chose que je voulais vous dire aussi qui me semble importante. Pour le développement cérébral en général, il y a deux choses qui sont pour moi très très importantes. C'est parler aux enfants le plus tôt possible, au premier jour de leur vie idéalement, parler aux enfants, leur demander ce qui se passe dans leur vie, leur demander de décrire leurs émotions. Alors évidemment, les tout petits bébés, ils vont pas vous répondre, mais alors un bébé, c'est vraiment très en joie qu'on puisse interagir avec du langage avec lui. Et le petit bébé, on lui décrit ce qu'on fait. On dit coucou, je viens m'occuper de toi, là je vais changer ta couche, je vais utiliser une lingette, peut-être que ça va te faire froid, etc. On décrit ce qu'on fait et on apprend en même temps à l'enfant tout un tas de mots de vocabulaire, hein, puisque vraiment il y a cette capacité extraordinaire qui fait que l'enfant c'est une éponge. Hein. Et donc parler le plus tôt possible et lire le plus tôt possible. Lire des livres le plus tôt possible dans la vie de l'enfant, que l'enfant ait cet objet dans son environnement, puisque quand l'enfant va rentrer à l'école, assez vite, il va s'agir d'apprendre à lire, et plus l'enfant a des mots déjà stockés dans son cerveau, et plus ce sera facile pour lui d'apprendre à lire, en sachant que dans sa scolarité après, il va devoir apprendre en lisant, hein, ce qui n'était pas le cas avant l'apprentissage de la lecture. Hein. Il y a toute une phase de la vie où on n'apprend pas du tout comme ça, mais il y a toute une période de la vie où on se met à apprendre en lisant. Donc la lecture est quelque chose de très décisif en termes d'acquisition, et plus vous parlez et plus vous lisez tôt dans la vie d'un enfant, et plus vous favorisez cet apprentissage. Donc la gestion des émotions, pour vous donner vraiment des grands repères, un bébé, un enfant jeune jusqu'à 7 ans n'a aucun moyen de s'apaiser seul. Il a besoin de nous, les adultes, comme une prothèse, hein, d'un endroit du cerveau qui lui manquerait pour s'apaiser. L'enfant de plus de 7 ans, il commence à avoir des stratégies. D'ailleurs, il reproduit les stratégies qu'on lui a apprises et il reproduit les stratégies aussi qu'il voit chez les adultes. Si par exemple, le soir, vous rentrez chez vous et que vous dites à votre enfant « Oh, j'ai une dure journée, tu sais, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi. Je vais faire une petite chose pour moi. Je vais prendre ma douche, je vais me faire un petit thé. Voilà, je me fais un petit peu d'étirement, pas longtemps, hein, 10 minutes. Hein, je ne vous parle pas de prendre des heures. » C'est très intéressant pour l'enfant parce que là, il a un adulte en face de lui qui lui donne un modèle de qu'est-ce que je fais, comment je m'occupe de moi, comment je fais en sorte d'être plus disponible. Et donc, l'enfant, il va reproduire ce que vous lui proposez à voir. Hein. Et donc, l'enfant de plus de 7 ans, l'adolescent aussi, il va reproduire ce qu'on lui aura appris. Hein. Et les adolescents ont une particularité, c'est qu'eux, ils vont avoir tendance à se co-réguler entre eux, c'est-à-dire ils vont un peu moins aller vers les adultes. D'ailleurs, moi, c'est toujours quelque chose qui me rend infiniment triste. Je vois que les ados n'ont pas beaucoup confiance dans les adultes quand il leur arrive quelque chose. Ils vont souvent chercher du soutien et de l'aide auprès de gens qui ont le même âge qu'eux, sauf qu'il y a des épreuves dans la vie d'adolescents qui nécessitent vraiment l'intervention des adultes. Et donc, ils sont capables de s'autoréguler, ils sont capables de se co-réguler entre eux, mais ils ont besoin des adultes quand tout ça les dépasse. Hein, je pense à des situations de harcèlement, et c'est vraiment s'engager dans des échanges autour des émotions. Hein, c'est très aidant pour les ados. Les ados, ils sont empêtrés dans les émotions toute la journée. C'est comme les petits. Hein, on dit c'est un moment du cerveau, du développement cérébral, où les émotions sont remises vraiment, vraiment sur le devant de la scène. Et puis, vous les parents, vous les adultes, eh bien, vous aussi, vous avez besoin à des moments d'aide pour réguler vos émotions, réguler votre stress, parler des choses qui vous ont bouleversé, qui vous découragent. Nous avons tous besoin dans notre vie de parler des émotions, et notamment, il y a un enjeu très important sur les émotions désagréables, hein, ce qui nous stresse, ce qui nous éprouve, ce qui nous démotive, ce qui va nous déranger, par exemple, au travail, etc. Et donc, la co-régulation, on n'en a jamais fini. Hein. Nous, les psychologues, on va se co-réguler en général. Vous voyez, nous, on entend des choses assez difficiles dans nos journées de travail.
et on va chercher de la corrégulation dans ce qu'on appelle des supervisions, où on a des psys aussi qui nous aident à pouvoir penser, élaborer et apaiser nos circuits de stress qui sont sollicités aussi tous les jours. Donc, c'est une chaîne humaine, si vous voulez. La régulation des émotions, c'est une chaîne d'entraide entre humains et c'est quelque chose qui est inscrit en nous. On est profondément sociaux et une des fonctions de la relation sociale, c'est vraiment cette régulation des émotions. Alors là, je vous ai décrit ce qui serait vraiment favorable à l'enfant, c'est vraiment construire cette sécurité, cette confiance dans les relations. Mais qu'en est-il quand la relation éducative, elle est difficile? Qu'en est-il quand on commence, quand on crie, quand on tape, quand on commence à humilier un enfant, le rabaisser? Donc, ce qu'on appelle la violence éducative. Et dans ma présentation, il y a vraiment cette notion très importante qui est éduquer sans violence. C'est pas éduquer sans limite. Et donc, ça, c'est le président de la Fondation de France, Vincent Dennery, qui dit cette distinction-là. L'éducation sans violence, c'est pas une éducation sans limite, mais c'est une éducation qui va, de principe, exclure la violence, puisque les enfants sont les personnes les plus vulnérables et celles qui vont se traumatiser le plus rapidement. Donc, on sait que ça va laisser des traces, et l'idée, c'est vraiment le plus possible d'être dans la construction au jour le jour de la sécurité, de la confiance. Alors, si ce qu'on voit sur les photos là, c'est exceptionnel, très ponctuel, on peut dire que de façon très exceptionnelle, ça ne va pas vraiment changer la trajectoire d'un enfant. Par contre, si c'est dans un système éducatif, si c'est fréquent, si c'est très fréquent, si c'est tous les jours, alors là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus problématique. Donc, dans la violence éducative ordinaire, on a un degré de violence dans l'éducation qui est admis. C'est un peu ça l'idée, c'est que peut-être vous qui m'écoutez, vous avez grandi en ayant toute cette liste ou peut-être que certains éléments de la liste, c'est-à-dire des coups à main nue, des gifles, des fessées, des coups parfois avec objet, le fameux martinet en France, nous qui a eu beaucoup de succès quand même à travers les générations, des pincements, les tirages de cheveux, les tirages d'oreilles, être empoigné, bousculé, poussé, immobilisé de force, les douches froides pour calmer l'enfant, parfois tout habillé. Vous savez, on attrape un enfant, puis on lui met la tête sous l'eau froide. Moi, combien de fois j'ai entendu ça de mes patients, enfermés dans les toilettes, dans les placards, parfois dans une cave, dans le noir, pour calmer un enfant. Dans une pièce isolée, alors que l'enfant il est complètement perdu avec ses émotions, il comprend, il est complètement perdu, un enfant quand on fait ça. La privation de nourriture, l'humiliation, vous voyez, lui dire que tant qu'il est comme ça, on ne veut pas le voir, que comment son émotion, on n'a pas envie de s'en occuper du tout, qu'il est faible, il est horrible dans cet état-là, etc. Enfin, des paroles très humiliantes, jusqu'à des insultes. L'idée étant que tout ça déclenche du stress, en fait, chez l'enfant. Tout ça, c'est un peu le but d'ailleurs. Le but de tout ça, c'est que l'enfant, il ait peur et qu'il se méfie quand même. Et que, du coup, quand on lui demande quelque chose la fois d'après, il est bien en tête qu'il peut lui arriver quelque chose s'il ne le fait pas. Alors ça, c'est quand même le principe de l'éducation traditionnelle. Donc, tout ça, c'est quand même des formes de violence. Tout ça, on ne l'accepterait pas du tout entre adultes. On aurait bien conscience que si on nous demande de faire un truc au travail plus tard et qu'on commence à nous faire tout ça, c'est complètement inadmissible. Donc, il y a quand même des seuils de tolérance chez les enfants qui sont très, très, très différents de ce qu'on tolère entre adultes, alors même qu'ils ne sont pas outillés pour réguler tout le stress qu'on leur inflige. Alors, vous voyez, c'est de connaître tout ça, finalement, qui, moi, me pousse aussi à faire ce type de présentation, notamment aux parents, parce que les parents, je dirais, ont une responsabilité vraiment particulière, parce que, vous savez, un enfant a biologiquement quelque chose qui le pousse à aller chercher de la sécurité auprès de ses parents. Et donc, il y a ce que nous, on appelle un moment critique, qui est quand le parent devient une source de peur.
Alors l'enfant, il fait une expérience à ce moment-là où il est coincé, il se sent coincé, piégé, parce qu'il y a une partie de lui, pour essayer de s'apaiser, qui pousse vers aller chercher un câlin et de la proximité. Et puis en même temps, il y a le système de panique qui tire dans l'autre sens et qui dit, bah non, te rapproche pas de papa ou maman là, puisque c'est lui ou elle qui te fait peur. Donc, c'est alors nous, on appelle ça une peur sans solution, hein, parce que dans notre biologie, eh bien, la peur est une émotion qui nous pousse à nous remettre en sécurité, hein, parce que c'est ça, hein, les émotions. C'est des choses qui nous signalent des besoins, hein. Donc, et quand j'ai peur face à quelqu'un qui est censé me protéger de la peur, alors je suis coincée. Et donc ça, c'est un très grand problème quand ça arrive souvent. Parce que dans ce moment-là, l'enfant, c'est comme s'il avait une équation qu'il ne pouvait pas résoudre. Ce qui est très important, c'est que cette situation-là, si l'enfant la connaît souvent, s'il la connaît souvent, ça va entraîner un schéma très différent du schéma que je vous ai donné tout à l'heure. C'est le schéma qui consiste à dire j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans les autres, et la vie, c'est un super terrain de jeu, et je sais que j'aurai quelqu'un quand ça n'ira pas. Eh bien, l'enfant qui est souvent mis dans une situation, il se sent coincé, lui, il va développer à peu près tout le contraire, c'est-à-dire très peu de confiance en lui, hein, une faible estime de lui. Alors, faible estime de lui, ça peut aller jusqu'au dégoût de lui-même. Je le dis puisque moi, c'est quelque chose que je vois fréquemment en thérapie. Les gens qui ont été maltraités pendant l'enfance, les gens qui ont subi des violences, et je le dis aussi, les gens qui ont été témoins de violences. Les enfants témoins de violences conjugales développent des conséquences psychotraumatiques très graves, hein. La position de témoin est largement aussi traumatique que la position de victime. Elle l'est parfois plus même, puisque l'enfant il se sent très impuissant quand il est témoin. Et donc, tout ça va générer chez lui, on dit l'enfant, en fait, quand il est pris dans des relations où il y a de la violence, en fait, il n'arrête pas d'aimer ses parents, il arrête de s'aimer lui-même. Les parents, il les aimera toujours, quel que soit le traitement que les parents ont envers l'enfant. L'enfant aimera toujours ses parents. Par contre, l'enfant, il va arrêter de s'aimer lui-même. Moi, j'ai des patients qui se détestent, qui se haïssent. Enfin, moi, je trouve ça d'une tristesse infinie. On ne se lève pas le matin quand on est parent pour aboutir au fait que les enfants se détestent eux-mêmes, hein. Donc, ça peut aller très loin, hein. Et évidemment, ça construit une méfiance. Ça construit une grande méfiance vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce que l'autre, non seulement il ne me protège pas, mais en plus, régulièrement, il me fait peur. Régulièrement, je me sens complètement coincée, démunie. Régulièrement, il me trahit, hein. Donc, l'autre, c'est une source de souffrance. Donc, je vais beaucoup, beaucoup me méfier. Et puis, quand j'ai un sentiment de valeur faible et que l'autre peut me trahir en permanence, la vie, c'est pas du tout un terrain de jeu. La vie, c'est une succession d'épreuves. Voilà le modèle du monde qu'on propose à l'enfant qui va intégrer, hein. Et cette intégration va faire que durant sa vie, s'il ne corrige pas ces éléments-là, notamment par de la thérapie, mais ça peut être aussi par des expériences relationnelles que nous, on appelle correctrices, eh bien, il va avoir tendance à aller vers des gens qui lui font vivre la même chose, hein. C'est pour ça, parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi les enfants maltraités vont avoir tendance à aller vers des conjoints qui continuent de les maltraiter, mais c'est parce qu'ils ont enregistré que tout ça était normal, hein. Il faut développer un regard critique en disant, mais en fait, peut-être que c'est pas normal et peut-être que je mérite finalement qu'on me traite autrement, hein. Donc, tout ça euh, euh, incite vraiment, peut-être s'il y a une chose que vous devez retenir, ça peut mal se passer avec un enfant. Être parent, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. On va passer par des moments où on est très découragé, des moments où on est déprimé, des moments où on se dit on n'y arrive pas, des moments où on se dit vraiment je suis complètement incompétent. La vie d'un parent, c'est un peu une machine à laver émotionnelle, il faut bien le dire, hein. Là, il y a les émotions. Quand on parle aux parents, c'est difficile d'être parent. Le plus possible, quand ça se passe mal, c'est restaurer la proximité, réparer, réparer, réparer. Vous savez pas le cadeau que vous faites à votre enfant. En fait, ces expériences où il se sent coincé trouvent une résolution quand on est parent et qu'on retourne restaurer la proximité. Donc, dans le stress, dans l'enfance, il y a un effet dose.
Et alors ça, c'est très bien documenté. L'effet dose, c'est quoi? C'est plus je ressens du stress fréquemment, plus c'est chez moi. Alors, quand c'est au sein de la maison, au sein du foyer, évidemment, c'est plus problématique que si c'est à l'école. Plus la dose de stress est importante, plus les risques pour la santé sont grands. Alors, donc ça, on appelle ça l'adversité pendant l'enfance. Le degré d'adversité, ça va être défini comme des événements de vie qui vont apporter des grosses doses de stress et qui vont avoir potentiellement des effets sur la santé. Donc, quelles sont ces expériences qui apportent des très grosses doses de stress? Eh bien, le premier identifié, c'est la naissance prématurée. On sait que la naissance prématurée va favoriser des réactions de stress très, très importantes puisque le cerveau n'est pas tout à fait terminé et notamment tout le circuit qui permet, la prématurité va produire une vulnérabilité particulière à l'égard du stress. Évidemment, être témoin de violence conjugale. Je le disais tout à l'heure, avoir un parent malade, avoir un parent dépressif, alcoolique, va faire vivre du stress de manière très intense à l'enfant. Être confronté au deuil, bien évidemment, un parent, une nourrice, un proche, un oncle, une tante qu'on adorait, une figure d'attachement, eh bien, évidemment, bon, ça, j'ai pas besoin de m'apesantir, ça produit une dose de stress très importante. La maladie grave, moi, je sais que je me suis occupée d'un certain nombre d'enfants, d'ados, qui avaient fait des effondrements, parfois à distance, d'une annonce de cancer chez une maman. Hein, une maman avec un cancer du sein, et l'enfant, on ne parle pas de tout ça, vous voyez, c'est un peu tabou, maman elle part en chimio, elle a une perruque, tout ça on n'en parle pas, et l'enfant dans sa tête, voyez, il s'inquiète, il se dit que peut-être maman peut mourir, donc ça c'est une dose de stress considérable. Donc là, l'idée c'est aussi d'aider l'enfant hein, à pouvoir évoquer tout ça et l'apaiser. Les violences qu'on lui inflige à lui, et notamment les violences sexuelles qui sont plus fréquentes que ce qu'on croit. Hein. Moi, je donne souvent ce chiffre. Dans une classe de CM2, c'est 2-3 enfants qui sont victimes de violences sexuelles, donc c'est beaucoup d'enfants. Et il y a beaucoup d'informations qui circulent en France métropolitaine sur ce sujet-là en ce moment. Et ça, c'est très important, parce que les violences sexuelles, c'est parmi les conséquences les plus graves sur le plan psychotraumatique. Les violences éducatives ordinaires, si elles sont érigées comme quelque chose qui est normalisé et que, bah voilà, on peut menacer un enfant, on peut le punir, on peut l'enfermer dans un placard, il peut se prendre un coup de martinet de temps en temps, évidemment, ça lui fait vivre du stress. Et évidemment la grande maltraitance ou la grande négligence des enfants qui sont livrés à eux-mêmes des journées entières. Moi, j'ai des patients hein, qui ne se remettent pas de ça, d'avoir été très, très, très négligés, qui étaient laissés pour eux-mêmes des journées entières. Débrouille-toi pour manger le midi. Ça fait vivre des angoisses d'un niveau vraiment ingérable pour un enfant et que parfois, nous, on va mettre du temps à réparer en thérapie. Donc cet effet dose, alors ça c'est une étude américaine qui est l'étude qu'on évoque toujours dans cet effet dose de l'adversité. Eh bien, dans cette étude, on montre que le premier effet des conséquences de la violence, c'est les difficultés d'apprentissage à l'école. Et là, je m'adresse peut-être bon, aussi bien aux parents qu'aux enseignants, mais la première fonction qui souffre quand un enfant est stressé de manière chronique, c'est l'apprentissage. Et ça me semble très important à savoir. Un enfant qui est insécurisé de manière chronique, une des premières fonctions qui s'abîme, qui s'altère, c'est apprendre. Et autant vous dire, c'est assez logique, hein, avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, plus on est stressé, plus le circuit émotionnel s'active, plus il va désactiver toutes les fonctions dont on a besoin pour apprendre, réfléchir, pouvoir parler, résoudre des problèmes. En fait, plus le circuit de stress est activé et plus les circuits dont on a besoin pour apprendre sont désactivés. Donc là, il y a une logique qui est assez imparable. Et puis, plus on a de stress dans l'enfance et plus on est poussé vers des conduites addictives. Vous savez, la consommation de tabac, d'alcool, de cannabis, tout ça, c'est des tentatives pour essayer de retrouver de la sécurité à l'intérieur de soi. C'est des tentatives de régulation par des éléments extérieurs. Plus la dose de stress est importante, plus on va être dans un groupe qui va faire des tentatives de suicide
avoir des comportements à risque. On retrouve plus chez des gens qui ont subi beaucoup d'adversité dans l'enfance, de personnes qui ont des comportements sexuels à risque. Donc, on retrouve plus de maladies sexuellement transmissibles. Et on retrouve aussi beaucoup plus des périodes dépressives qui vont se répéter dans la vie et qui vont parfois résister au traitement. Et les médecins sont démunis pour réfléchir à ces patients qui répondent pas bien au traitement, mais parce que l'origine de la dépression est à trouver dans l'adversité pendant l'enfance. Et donc, le stress précoce, l'OMS identifie que c'est un facteur de vulnérabilité pour toute la vie. Hein, en 2016, l'OMS déclare à propos de la violence subie par les enfants qu'elle provoque un stress auquel on associe une perturbation du développement précoce du cerveau, un stress extrême, comme par exemple être témoin de violence conjugale, peut affecter le développement du système nerveux et immunitaire. Et effectivement, le stress chronique produit des effets très délétères sur la fonction immunitaire. Bon, c'est d'autant plus grave que le cerveau est jeune, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à avoir en tête. Avant, on se disait que les enfants avant 3 ans, de toute façon, quel que soit ce qu'ils vivaient, c'était oublié. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Aujourd'hui, on sait que ça part dans une mémoire qui n'est pas liée au langage, donc qui est finalement encore plus difficile à travailler. Mais c'est pas que c'est de l'oubli, c'est que c'est dans une mémoire que nous, on appelle implicite. C'est pas une mémoire qui va sortir avec du langage, mais les expériences de violence, les expériences traumatiques, elles sont engrammées dans le cerveau du jeune enfant. Hein. Et l'exposition à la violence est la principale cause de mortalité précoce et de morbidité à l'âge adulte. Les plus fortes adversités, vous voyez, c'est l'adversité dans l'enfance, la dose de stress qu'on aura eue pendant l'enfance et l'adolescence devient le principal déterminant de la santé à 55 ans. Avec parfois, je pense notamment aux gens qui ont subi des violences sexuelles, une espérance de vie qui peut être de 20 ans de moins que la population générale. Donc, vous voyez, moi je dis souvent, on peut mettre une vie à réparer son enfance, on peut avoir une vie écourtée de 20 ans si on subit des violences importantes pendant l'enfance. Donc, éduquer sans violence, enfin, pour moi, si vous voulez, c'est pas un choix, c'est une responsabilité de l'adulte, en connaissant tout ça, petit à petit, en faisant de son mieux tous les jours, essayer de construire la sécurité, la confiance, puisqu'on sait que ces éléments-là constituent des facteurs de protection pour toute la vie. C'est vraiment le cadeau qu'on peut faire pour toute la vie pour son enfant. Alors, j'espère que là, je ne vous ai pas trop stressé. Retenez ça, c'est vraiment l'effet dose. L'effet dose. Si ponctuellement quelque chose se passe mal et qu'on répare, c'est OK. Si par exemple, par contre, tous les jours, on a des paroles humiliantes et que régulièrement, on frappe un enfant, on l'isole, etc., là, ça ne va pas. Et si vous voyez que c'est compliqué pour vous de corriger ces éléments-là, c'est certainement parce que vous-même, vous avez eu des expériences adverses et que vous avez grandi dans une éducation qui n'était pas sans violence pour le coup, et qu'il y a une tendance assez importante à reproduire. Alors je dis, c'est à peu près 60%. On reproduit à peu près à 60% le style éducatif. Donc, c'est pas du tout mécanique. Hein. C'est pas ce que moi j'ai subi, je le reproduis. Ça marche pas du tout comme ça. Hein. Donc, ce qui est très important, c'est d'être dans cet aspect correctif et, j'allais dire, individuellement et collectivement, s'entraider à construire cette enfance avec le moins de violence possible. Donc, je voulais finir sur des outils concrets. Hein. Quelques petites choses, vous, en tant que parent, vous pouvez repartir dans votre petite besace pour essayer de gérer les comportements inappropriés des enfants un peu différemment. Alors, d'une façon générale, ce qui marche le mieux en éducation, c'est le soutien et la valorisation des comportements souhaités. Hein, c'est-à-dire que là, ça demande une petite gymnastique un peu différente. Peut-être que vous, dans votre éducation, quand vous étiez enfant, bah, quand vous faisiez des choses qui étaient bien, bah, personne vous disait pas personne vous disait que c'était bien et personne vous disait ah super, là tu as fait ça comme ça, bravo, c'est génial, voilà, c'est ça qu'on attend. Donc d'avoir des paroles d'encouragement, de confiance et de valorisation. Peut-être que c'était tout à fait normal.
mais par contre que vous aviez de l'attention quand quelque chose se passait mal. Hein, alors, il ne s'agit pas de faire la fête à l'enfant pour tout et n'importe quoi, hein, c'est pas ça, mais de façon générale, on sait que soutenir les comportements attendus, ça marche mieux que d'essayer de produire de l'évitement des comportements inappropriés. Donc ça, c'est la première chose. Essayer de davantage valoriser ce qui est attendu de l'enfant. Et ça marche en classe aussi, hein. Je le dis parce que les enseignants peuvent le faire aussi. Le jeu. Alors, quand vous voyez qu'une situation est coincée avec un enfant, je sais pas, vous dites, bah écoute, là c'est l'heure d'aller prendre le bain, c'est l'heure d'aller prendre la douche. L'enfant il dit non, je veux pas, je veux continuer à jouer. Vous faites couler le bain, vous balancez 3 Playmobil, vous dites ah faut aller sauver, ils sont en train de se noyer. Enfin, tout ce qui va, la clé de la porte d'entrée de la relation avec les enfants, c'est le jeu. Donc ça, c'est pareil, c'est une tournure d'esprit. Des fois, au bout de sa journée de travail, on est fatigué, c'est difficile de rentrer dans cet état d'esprit-là. Mais ça décoince tout. Alors là, pour le coup, même pour les devoirs, hein, vous transformez des devoirs. Moi, j'ai des sessions de dictée, je me souviens avec ma fille aînée qui était cauchemardesque. Et quand j'avais mon cerveau un peu branché, je disais, bon, allez, là, je vois que c'est mal embarqué. On va jouer à la maîtresse. C'est moi l'élève. Donc, c'était moi qui faisais la dictée. J'étais une très mauvaise élève. Et elle, c'était la maîtresse. Et alors, ça a marché, je ne vous raconte pas. Alors là, les dictées, c'était un jeu. Et elle, en plus, elle était dans une disposition beaucoup plus favorable à apprendre. Et ça décoinçait tout. Donc, le jeu, c'est vraiment très important, hein. C'est un système de motivation qui est très, très, très puissant. D'ailleurs, chez tous les mammifères, c'est le système que, d'ailleurs, la nature, je pense, a choisi pour apprendre, à vrai dire. Donc du plaisir, du fun, hein, du fun comme diraient les Québécois, c'est-à-dire si on n'a pas une trop dure journée, c'est de commencer par un petit jeu, une petite interaction sympa avec l'enfant, comment s'est passée ta journée, et puis voilà, on fait un petit jeu, moi je dis souvent un petit chahut, moi je fais l'avion, voyez, enfin moi j'aime bien, je suis une maman qui est un peu chahuteuse, j'aime bien les jeux où voilà, on chahute, on va se retirer les chaussettes, enfin des trucs comme ça. Donc parce que ça construit vraiment beaucoup la sécurité et l'enfant, il sent que l'adulte est content de le retrouver. Le temps de pause, c'est, vous savez, quand vous êtes très énervé, bah, vous aussi, votre cerveau est déconnecté, hein. Vous aussi, les zones qui réfléchissent, elles sont plus là. Donc, c'est aller se calmer. Alors là, vous donnez un super modèle à l'enfant et c'est de dire à l'enfant, écoute, là, de toute façon, tous les deux, on est énervés. Là, il ne va rien se passer de bien. On va se calmer un moment, puis après, on revient discuter quand les cerveaux sont un petit peu apaisés et qu'on est revenu dans cette possibilité de parler et pas de se hurler dessus et pas de se crier dessus ou que des mots pas sympathiques sortent. Évidemment, réparer, réparer, réparer. Là, je vous ai mis les punitions. En général, ça marche pas terrible. Alors ça, c'est incroyable parce qu'on se dit les punitions marchent pas bien, mais on continue de les faire. Mais bon, ça c'est voilà. Des fois, il faut faire beaucoup de fois la même chose avant de se rendre compte que ça marche pas. Les sanctions, parfois. Alors, je pense à l'école aussi. On peut être amené à sanctionner un enfant, mais avec toujours cette idée que la sanction doit être respectueuse de la dignité de l'enfant. Hein, il ne s'agit pas de l'humilier, il ne s'agit pas de lui faire passer à vraiment un sale moment pour qu'il se dise là, la prochaine fois, je ferai autrement. C'est l'idée que ce soit relié à la règle qui a été transgressée et que ce soit proportionné. Et puis d'autres petites choses, alors peut-être j'insisterai puis je finirai là-dessus. Vous savez, un enfant, souvent, ça n'a pas tous les codes, ça n'a pas toutes les règles des endroits où il va évoluer. Et c'est une psychologue qui s'appelle Clémence Prompsy, que j'avais entendu dire ça, et je trouvais ça hyper chouette comme repère. Clémence Prompsy, elle dit quand un parent prend sa clé de maison et sort avec son enfant, il devrait se poser la question si l'enfant va avoir les règles qui sont adéquates à l'endroit où il va évoluer. Par exemple, si on l'emmène chez ses grands-parents, on dit tu te souviens, chez papy et mamie, on se déchausse, tu as vu chez eux, on ne se met pas debout sur les canapés, etc. Vous voyez, parce que dans une maison et dans une autre, ce n'est pas les mêmes règles. Et pour nous, tout ça, ça semble complètement évident. Si vous prenez votre enfant et dites, tiens, je vais vous dire n'importe quoi, on va acheter les chaussures, bah, tu vois, là, on arrive dans le magasin, on ne court pas, ce n'est pas un terrain de jeu. Il y a des tapis comme à la maison, mais tu ne pourras pas faire des roulades dessus parce que dans un magasin, on ne fait pas des roulades. Et c'est vraiment de se dire, est-ce que l'enfant, il a, entre guillemets, le GPS, c'est-à-dire les règles pour évoluer dans l'endroit où on l'amène. Hein, on l'amène alors vous, à la piscine, ça me fait sourire là d'un seul coup, je me représente le contexte dans lequel vous êtes, mais voyez, dites-vous ça, n'importe où vous amenez votre enfant, est-ce qu'il a les règles
pour bien évoluer dans ce milieu-là. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent du fait que les règles sont souvent implicites, c'est-à-dire on ne va pas dire clairement les règles, alors que les enfants ont besoin de beaucoup d'explicitation. Ils ont besoin beaucoup qu'on leur explique pour leur donner, entre guillemets, le mode d'emploi de l'endroit où ils vont évoluer. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, et je peux prendre un petit moment pour répondre à vos questions, peut-être une dizaine de minutes, et après, je vais rejoindre mes obligations parentales. En France, il est 7h50 et je vais devoir emmener mes enfants à l'école. Des questions? Oh. Oui, allez-y. Vous nous entendez? Je vous entends. Ok. On a une question, oui. La gestion, Oui. la gestion du stress par rapport aux traumatismes dans l'enfance, etc., se règle par la thérapie, entre autres, après vos explications. Est-ce que ce qui existe d'alternative, par exemple l'hypnose, ça peut fonctionner ou c'est complètement farfelu? Vous avez entendu? Alors, En fait, il me manque un morceau. Est-ce par que rapport. c'est l'hypnose? J'ai entendu? L'hypnose peut être un moyen qui va fonctionner sur le stress des personnes, ou si c'est complètement farfelu. Alors non, c'est pas farfelu, l'hypnose. Alors bon, moi, je suis formée à l'hypnose parce que en travaillant à l'hôpital, j'ai eu la chance d'être formée pour la gestion des gestes douloureux. L'hypnose, vous savez, on fait des opérations sous hypnose, hein. En Belgique, on enlève les thyroïdes depuis 25 ans sous hypnose. En Suisse, on fait la chirurgie thoracique sous hypnose. Donc non, l'hypnose, c'est pas du tout farfelu. Il faut des gens qui soient bien formés. Et effectivement, il y a comment dire, tout un pan de l'hypnose qui s'occupe de travailler les traumatismes et de les réparer. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, c'est de l'hypnose thérapeutique et il faut des gens qui soient bien formés. Très bien. Merci Christelle. Alors, nous aussi, nous sommes assez contraints par le temps puisque dans 5 minutes, le Wi-Fi du bâtiment est coupé. Voilà, donc merci beaucoup Christelle.